On n'a pas compris que à New York, ils ont pris balafon et tambour et le président en exercice de la CEDEAO promettait même l'enfer au Mali, on va dire ça comme ça. Et quand ils sont sortis, plus personne ne voulait parler. Le francophone a dit, c'est-à-dire le Togolais, le ministre, je ne parle pas. Et le Gambien, dont c'était la première fois, no interview. Et tout le monde avait la mine serrée. Mais les gens racontent que des sources proches du dossier, sous le couvert de l'anonymat, racontent que au cours de la rencontre élargie, ou alors en tout cas au cours des débats, 4 des mercenaires ont été présentés à la délégation de la CEDEAO. Il s'agissait de 2 Sud-Africains et de 2 Sierra-Léonais. Ce ne sont plus ce ne sont plus les Ivoiriens, il y a d'autres nationalités aussi. C'est pourquoi justement, c'est plausible, ce qu'on a dit là, c'est plausible, ça peut être crédible parce que le lendemain même, le président de la Sierra Leone, qui est un général, a fait une visite éclair à Bamako. Bon, ça, c'est la propagande de l'Occident, de la France précisément. C'est ce qui les arrange parce qu'ils veulent dénigrer les relations, ils veulent décrédibiliser les relations que la Russie peut avoir avec chacun de nos États. Ils parlent de Wagner, mais nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. De toute façon, même si nous devons pactiser avec le diable, nous le ferons parce qu'eux n'ont pas fait autre chose. La France, elle seule, a entraîné le monde entier au XXe siècle dans la guerre mondiale. Est-ce que c'était sûr qu'il n'y avait pas de gens qui n'étaient pas escalités? Ils ont obligé les Africains à participer à la guerre. Il y en a qui ont perdu leur vie parce qu'ils ne voulaient pas y aller. Il y en a qui se sont blessés parce qu'ils ne voulaient pas s'engager. Ils ne voulaient pas qu'on les amène au front, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Wagner, c'est dans le cadre de la Russie. Wagner n'est pas un électron libre. Il y a eu Bob Denard. Il y a eu la Légion étrangère n'est pas autre chose. Et puis, tous ces grands pays-là n'engagent pas leurs propres fils. Ils engagent plutôt des mercenaires. Le Mali disposerait une soixantaine de preuves contre la France qui l'accuse, entre autres, de fournir des renseignements et des armes aux terroristes qui opèrent sur le sol malien. Malgré la gravité des faits incriminés, la plainte déposée par le Mali au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU contre la France depuis le 16 août dernier demeure sans suite plus d'un mois après. Que redoute donc le Conseil de sécurité? Un dossier si sensible sur lequel l'ONU est attendue, mais seulement voilà. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a préféré faire une sortie médiatique très controversée sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens arrêtés au Mali depuis le 10 juin dernier. Diversion, manipulation, provocation. On en parle aujourd'hui avec Madame Koumba Yarissi. Elle est membre du mouvement M5 RFP du Mali. Bonjour Madame et merci d'être encore avec nous sur ce plateau. Bonjour Monsieur Perrin. Le plaisir, il est tout à fait partagé. Et moi, je salue tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui vont voir cette vidéo après. Et je crois que le panafricanisme ira loin, loin, eu égard au fait que les événements se bousculent. Merci, madame.
Bonjour ou bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs. Très ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Droit de savoir que je vous invite d'ailleurs à liker et à partager pour nous aider évidemment à améliorer notre référencement. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur Canard TV, moi c'est Christian Perrin. Madame Koumbayarissi, nous allons commencer par le nouveau coup d'État au Burkina Faso le 30 septembre dernier par des jeunes soldats avec à leur tête un jeune capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré, qui, dès la première prise de parole, a annoncé les couleurs, notamment changer de partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Que peut traduire cette prise de position visiblement contre la France? Ce qui se passe au Burkina aujourd'hui est exactement ce que nous avons connu au Mali. Ce sont les mêmes, ces jeunes-là qui sont revenus, ce sont eux qui avaient d'abord déposé Kaboré. Et ils ont fait appel à celui qu'ils viennent de chasser. Tout comme nous, Damiba, tout comme le CNSP avait démissionné Ibeka et fait appel à Bandaou. Et pourquoi aujourd'hui déposer Damiba? Il y a beaucoup de griefs contre Damiba. Ces jeunes n'ont pas apprécié. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche sa trahison. Damiba s'est accoquiné avec Alassane Dramane Ouattara, avec Bazoum et consorts. Tout le monde se souvient de l'épisode de l'arrivée de Blaise Compaoré, qui était quand même sous mandat de la justice. Il est venu flanqué d'un conseiller de Ouattara à bord d'un navire des Ivoiriens. Il est venu comme pour narguer les Burkinabés. Il est reparti au bout de 2-3 jours. Et ces jeunes n'ont pas accepté le fait que Damiba ait pris trop de liberté vis-à-vis de ce qu'il leur avait promis, parce que la principale, le principal grief qu'il faisait au président élu, le seul d'ailleurs que le Burkina a connu, c'est de ne s'être pas occupé de l'aspect sécuritaire, de n'avoir pas pu faire face. Et Damiba est allé plus loin parce que il y a des preuves que Damiba s'est laissé acheter aussi bien par certains présidents de la sous-région que par des opérateurs économiques du Burkina. Et finalement, ceux-là même qui lui ont fait appel ne pouvaient plus accéder à lui. Et donc, la politique sécuritaire est tombée en vrille. Ils ne pouvaient plus rien. Les soldats n'étaient pas équipés. Disons net qu'il a tourné dos aux jeunes soldats et aux révolutionnaires burkinabés. Voilà pourquoi Damiba a été déposé. Donc, en sorte, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'a pas respecté finalement les clauses pour lesquelles, bien sûr, il avait été mis à la tête du Burkina Faso. Mais alors, madame, on a constaté évidemment que dans la foule en liesse, bien sûr, qui a accompagné ces jeunes soldats, on a vu donc des soldats burkinabés exhiber le drapeau russe, mais aussi les femmes. Pourquoi j'insiste sur les femmes? Parce qu'on nous dit la femme, c'est la vie, c'est elle qui donne la vie. Les femmes ont imploré l'aide d'Assimi Goïta. Quelle interprétation peut-on faire de ces références? Au jour d'aujourd'hui, dans la géopolitique, dans tout ce qui se passe à l'international, le seul allié, en tout cas du point de vue des peuples en Afrique de l'Ouest, le seul allié sûr ne peut être que la Russie. La Russie qui n'a jamais plongé dans l'esclavage, qui n'a jamais colonisé. La Russie qui a perdu des millions de ses
enfants, l'Union soviétique, disons, pour sauvegarder la paix dans le monde au cours des deux guerres mondiales. Donc, pour les peuples, la Russie peut montrer patte blanche, et comme la Russie, à notre avis, avec lui, c'est gagnant-gagnant, on peut se tourner que vers la Russie, évidemment. Quand on parle de partenariat, il n'y a pas que la Russie. Il y a la Turquie, il y a la Chine, il y a d'autres partenaires, mais le plus engagé ou le plus en vue, c'est la Russie. En ce qui concerne les femmes, elles observent ce qui se passe au Mali. Pour elles, donc, puisque la Russie est peut être le principal allié du Sahel, elles s'en remettent à Assimi, qui est considéré être très proche de la Russie. Assimi ne voyage pas, de toute façon, il n'a jamais voyagé, il n'a jamais fait le déplacement de la Russie, mais le ministre de la Défense a fait plusieurs allers-retours en Russie. Ils ont vu que les femmes plutôt ont vu ce que ça nous a rapporté, nous, au Mali. Alors, mais lorsqu'on parle de la Russie, pardon madame, lorsqu'on parle de la Russie, curieusement, on a tendance à beaucoup plus pointer Wagner. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup plus Wagner, par exemple, au Mali, et peut-être ailleurs aussi, que de parler de la Russie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, puisque vous me parlez du ministre de la Défense qui a effectué plusieurs allers-retours, ça veut dire que c'est un partenariat officiel d'État à État. Mais pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup plus de Wagner? Oh, ça, c'est la propagande de l'Occident, de la France précisément. C'est ce qui les arrange, parce qu'ils veulent dénigrer les relations, ils veulent décrédibiliser les relations que la Russie peut avoir avec chacun de nos États. Ils parlent de Wagner, mais nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. De toute façon, même si nous devons pactiser avec le diable, nous le ferons parce qu'eux n'ont pas fait autre chose. La France, elle seule, a entraîné le monde entier au XXe siècle dans la guerre mondiale. Est-ce que c'était sûr qu'il n'y avait pas de gens qui n'étaient pas escalités? Ils ont obligé les Africains à participer à la guerre. Il y en a qui ont perdu leur vie parce qu'ils ne voulaient pas y aller. Il y en a qui se sont blessés parce qu'ils ne voulaient pas s'engager. Ils ne voulaient pas qu'on les amène au front, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Wagner, c'est dans le cadre de la Russie. Wagner n'est pas un électron libre. Il y a eu Bob Denard. Il y a eu la Légion étrangère, n'est pas autre chose. Et puis, tous ces grands pays-là n'engagent pas leurs propres fils. Ils engagent plutôt des mercenaires. Donc, ce qu'ils appellent les sociétés privées, les sociétés de sécurité privées, c'est ça. Voilà, c'est pas autre chose que des mercenaires. Alors, mais puisqu'on parle donc de la Russie, et je vous ai rappelé tout à l'heure que dans cette foule en liesse, on a vu des soldats exhiber donc les drapeaux russes et ces femmes-là qui imploraient l'aide d'Assimi Goïta. Est-ce que c'est ce qui fait dire certains médias français, il faut les citer comme ça peut-être, sinon l'Élysée, est-ce que c'est ce qui fait dire à l'Élysée que la France est victime d'une désinformation, d'une manipulation en Afrique? La France n'est victime que d'elle-même. La France officielle, depuis 7 siècles, vit de razzia, de l'esclavage à la néocolonisation. La France n'a pas travaillé. La France ne produit que des armes. C'est elle qui arme tout le monde, principalement aujourd'hui les terroristes. Et donc, c'est l'hôpital qui se moque de l'ambulance. Quand la France dit, plus manipulatrice que la France, il n'y en a pas. Parce que Macron a réuni d'abord ses ambassadeurs, il leur a demandé de faire appel
aux médias français, médias d'État, RFI et France 24, et d'user de tous les moyens pour faire passer la propagande française. Non content de ça, il a fait une deuxième sortie. Cette fois-ci, il fait appel même aux militaires et à tout le monde pour que ce qui se fait aujourd'hui ne puisse pas prospérer. C'est une insulte faite au peuple africain, au peuple noir, que de penser que nous ne pouvons pas réfléchir par nous-mêmes. Nous n'avons aucune vision. Donc, la France officielle nous dénie même notre humanité. Et depuis les Senghor, depuis la négritude, tous les efforts ont été faits pour prouver que nous sommes comme eux. D'ailleurs, la première grande civilisation, c'est celle d'Égypte, qui était noire. Donc, la France pense que en disant des choses comme ça, en restant dans le déni, elle va se tirer d'affaire. Je crois que ça n'est fait, les carottes sont cuites pour la France. Elle n'a qu'à dessiller les yeux et accepter d'avoir une autre politique, une politique plus saine et de considérer tous les peuples du monde comme des peuples à part entière. Et qu'est-ce qui peut donc expliquer ce déni total, bien sûr, des réalités criminelles, surtout de la France-Afrique, par la France? Naturellement, la France, les autorités françaises doivent se comporter comme ça face à leur opinion nationale. Parce que si jamais l'opinion nationale était au courant de tout ce que la France fait en Afrique, je crois qu'elle n'en sera jamais d'accord. Donc, c'est pour dire à son opinion que voilà, nous y allons, c'est pour les sauver. Comme au Mali, ils ont dit que s'ils n'étaient pas là, s'ils n'étaient pas venus en 2012-2013, le Mali serait rayé de la carte. Donc, c'est le gros mensonge. Ils vivent de ça. Ils pensent que ça peut traverser les âges. Depuis 7 siècles, ils l'ont fait, mais maintenant, c'est stop. Parce qu'aujourd'hui, il y a une donne dont ils ne tiennent pas compte, les réseaux sociaux. Et les vidéos, toutes les informations sont dites dans nos langues, dans les différentes langues. Donc, tout le monde, même ceux qui sont dans leur hutte, comprennent les enjeux. Et donc, la France n'a plus de porte de sortie. Elle ne peut procéder que par le mensonge, la manipulation et se poser en victime. Tout le monde sait que la France n'est victime de personne du tout. C'est la France qui écrase tout le monde. C'est la France à travers ces multinationales qui ont détruit le Cameroun, par exemple, dans une grande partie, etc., etc. Des marchés qu'on arrache à ceux à qui ça avait été donné parce que les présidents français se sont transformés en VRP et ils n'hésitent même pas à se déplacer pour aller chercher tel ou tel marché, pour aller intercéder auprès des présidents qu'ils font tout pour maintenir, pour financer leur politique sociale et autres. Alors, madame, venons à la situation des 46 mercenaires ivoiriens arrêtés au Mali. Au départ, ils étaient 49, je l'ai déjà rappelé, le 10 juin dernier. Une délégation de la CEDEAO a été dépêchée dernièrement au Mali. Qu'est-ce que cela a donné? En marge de la rencontre de haut niveau, il y a eu une délégation, je le disais, à Nioro. Mais ce qui a été dit à Bamako, c'est qu'il y a eu 2 tête-à-tête entre la délégation de la CEDEAO et le président de la transition. Et il y a eu une autre, comment dire, des pourparlers, cette fois-ci élargie aux délégations. Mais ce qui nous a fait... On n'a pas compris que à New York,
Ils ont pris balafon et tambour. Et le président en exercice de la CEDEAO promettait même l'enfer au Mali, on va dire ça comme ça. Et quand ils sont sortis, plus personne ne voulait parler. Le francophone a dit, c'est-à-dire le Togolais, le ministre, je ne parle pas. Et le Gambien, dont c'était la première fois, non interview. Et tout le monde avait la mine serrée. Mais les gens racontent que des sources proches du dossier, sous le couvert de l'anonymat, racontent que au cours de la rencontre élargie, ou alors en tout cas au cours des débats, 4 des mercenaires ont été présentés à la délégation de la CEDEAO. Il s'agissait de 2 Sud-Africains et de 2 Sierra-Léonais. Ce ne sont plus ce ne sont plus les Ivoiriens, il y a d'autres nationalités aussi. C'est pourquoi justement, c'est plausible, ce qu'on a dit là, c'est plausible, ça peut être crédible parce que le lendemain même, le président de la Sierra Leone, qui est un général, a fait une visite éclair à Bamako. Il est venu s'entretenir avec son homologue du Mali et lui disait être venu parler de relations bilatérales, etc., etc. Mais personne n'est dupe. Et depuis, plus rien. Ni du côté de Bamako, ni du côté d'Abidjan, ni du côté de la CEDEAO. Évidemment, depuis là, on observe un silence qui dirait un silence de cimetière. Ouais. Ouais. Et nous, on s'interroge. On s'interroge parce que de la même manière qu'ils menaçaient, de la même manière, ils se taisent, ils ne disent plus rien. Alors, cela veut dire aussi qu'au niveau de Washington, disons de New York, on leur avait présenté probablement la situation d'une manière donnée et quand ils sont arrivés sur le terrain, ben, ils ont constaté que les faits étaient bien loin d'être, de refléter ce qu'ils avaient appris à New York. C'est ce que je semble comprendre. Bien sûr. La fois passée, je vous disais que Macky Sall, lui, en tant que président en exercice de l'Union africaine, n'en parle plus. C'est qu'on lui a montré des preuves. On ne peut pas gérer un pays après de telles œuvres, après que le peuple s'est mobilisé pendant des mois. On ne peut pas en faire la cour du roi Péto, parce qu'on aura à rendre compte au même peuple qui n'est d'ailleurs pas encore assis, qui reste mobilisé. Donc, Alassane Ouattara n'a qu'à obéir aux conditions. Et alors, mais donc, puisque vous parlez, Madame Koumba Yarissi, vous parlez déjà des conditions. Alors, au stade actuel de la situation, quelles sont les conditions que peut poser le Mali pour décrisper cette situation, cette crise? Les mêmes conditions, hein. C'est les mêmes conditions depuis le début. Avant, comment dire, au cours de la réunion de Lomé, le Mali avait mis sur la table, d'ailleurs, il en avait discuté avec les autorités de Lomé, que Alassane reconnaisse ses torts, que Alassane se conforme à ce que les autorités veulent faire du Mali aujourd'hui. Que Alassane accepte les conditions dans lesquelles nous travaillons désormais avec l'amunissement, donc avec les Nations Unies, et que Alassane, parce que Alassane a toujours même mis la pression sur d'autres chefs d'État, en l'occurrence le Togolais, pour qu'il renvoie ses opposants qui croupissent pour la plupart encore en prison. Et Alassane veut
avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, eh bien, ça n'est trop. Alassane est toujours dans le cadre de la déstabilisation du Mali et espère que quand ce régime va tomber, il aura, ces gens-là vont immédiatement prendre leur suite. Je crois que c'est le scénario qu'ils ont depuis longtemps avec la France. Les autorités ivoiriennes et la France s'imaginent que c'est possible. C'est pourquoi Alassane rechigne à les extrader. Est-ce que c'est parce qu'ils rêvent, bien entendu, la chute de cette équipe de transition au Mali que finalement, au niveau de l'ONU également, rien n'avance? Nous sommes là déjà dans le dernier volet de notre émission. C'est la plainte déposée par le Mali au niveau du Conseil de sécurité contre la France qu'il accuse, comme je le disais d'entrée de jeu, entre autres, de renseigner et d'armer les terroristes sur le sol malien. Alors, quelle est donc la suite de cette plainte à la date d'aujourd'hui? J'ai lu aujourd'hui que Agora Actualité disait que le 18 de ce mois-ci, le 18 octobre, le dossier du Mali sera sur la table du Conseil de sécurité. Et que il espère que le reste des preuves sera apporté pour montrer que la France est la seule responsable de ce qui arrive dans notre zone, dans la zone du Sahel. Et si cela s'avérait, ce serait une avancée et un camouflet pour la France qui, aujourd'hui, préside le Conseil de sécurité. Donc, Et attendons qui de se passe voir. aussi qui se passe également pour victimes en Afrique. Mais dans le cas contraire, puisque là vous dites si jamais cela s'avérait vrai, donc le 18 octobre prochain, le Conseil de sécurité va statuer sur la plainte du Mali contre la France. Mais si le Conseil, par exemple, le Conseil de sécurité ne statuait pas sur la plainte, que pourra faire le Mali à la suite? Que pourra faire le Mali? Le Par la Mali suite, oui. pourra prendre ses responsabilités et étaler au grand jour toutes ses preuves pour qu'au moins on ne nous juge pas, comment dire, on ne nous qualifie pas de menteurs ou de mythomanes ou de tout ce que vous voulez. Nous, nous imaginons pareil scénario parce que de toute façon, les preuves, le Mali accumule ses preuves depuis de longs mois et il ne va pas procéder par perte et profit en l'espèce. Donc, j'imagine que le Mali trouvera le canal par lequel diffuser ces preuves-là, faire connaître ces preuves-là, pour que la France arrête ou alors que ça serve d'exemple dans le monde entier au cas où le Mali s'en prendrait à la France parce que la France montrerait de la résistance ou alors du mépris vis-à-vis du Mali. Vous savez également que le Tchad vient d'annoncer une rallonge de sa transition pour 2 ans, avec la possibilité, bien sûr, pour Mahamat Idriss Déby de se présenter à l'élection présidentielle. Et curieusement, les médias ne font pas du bruit autour. Quel commentaire en faites-vous? C'est l'enfant, c'est l'enfant chouchou de la France-Afrique. Idriss Déby avait dit quelques mois avant sa mort comment la France l'avait obligé à relire sa constitution et à se maintenir au pouvoir. Et à la mort d'Idriss Déby, Macron, malgré le fait que la France était sous cloche et que la maladie faisait rage, le coronavirus faisait rage, il a pris quand même son avion et allé adouber le prince du jour.
C'est tout à fait normal. Moi, je m'attends à cette situation-là. Ça ne me surprend guère. Est-ce que ce n'est même pas ce que la France lui a suggéré? C'est peut-être la France qui lui a suggéré ça. Parce que de toute façon, sur le plan superficie, le Tchad est un pays très vaste. Et les soldats tchadiens ont la réputation d'être aguerris. Et si ce qui se passe aujourd'hui du Mali traverse le Burkina, le Niger jusqu'au Tchad, ça n'est fait de la France-Afrique. Donc, c'est un désespoir de cause que la France va tout faire pour que le Tchad sorte du lot. Mais nous sommes tellement loin, l'Afrique de l'Ouest est tellement loin du Tchad qu'il peut leur donner tous les avantages possibles. Il peut, évidemment, quand il s'agit des pays francophones, la communauté internationale se réduit à la France. L'Amérique n'a pas le temps. Si l'Amérique sait que ses intérêts sont menacés par de tels comportements, l'Amérique va réagir sans s'en référer à la France. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, et l'Amérique et l'Union européenne et la France pensent que à travers le Tchad, leurs intérêts seront sauvegardés. C'est de ça qu'il est question. Donc, il peut rester pendant 10 ans, ça leur dira absolument rien du tout parce qu'il ne va pas partir puisqu'il sera candidat. Alors que nous, des mois auparavant, on nous a mis sous embargo parce que tout simplement, nous n'avons pas fourni un chronogramme qui leur convient. Donc, nous ne sommes pas dupes. Les peuples ont tout compris. Arracher sa liberté, ce n'est pas une sinécure. Nous ne sommes pas en promenade de santé et nous savons que tous les acquis qu'on a ne sont pas définitivement acquis et que nous resterons mobilisés quoi que fasse la France et la communauté internationale. Ils sauvegardent leurs intérêts. Il est temps que les nègres que nous sommes, les peuples fracassés que nous sommes, réalisent que c'est par nous-mêmes qu'on peut aller à la liberté, à la justice et à la souveraineté. Tout le débat est à ce niveau-là. Tout le débat est à ce niveau-là. Et quoi qu'il fasse, quoi que l'Occident fasse, c'est fini. La mondialisation est terminée. La pensée unique est enterrée. Donc, le Tchad seul ne peut pas leur permettre de se maintenir au Sahel. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Madame Koumba-Yarissi. Je rappelle que vous êtes membre du mouvement M5-RFP du Mali. En tout cas, merci d'avoir été disponible. Je retiens en définitive que les peuples noirs d'Afrique doivent décider par eux-mêmes pour leur liberté et leur souveraineté. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore accordé votre attention. Likez et partagez pour nous aider à atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs. Si vous nous rejoignez pour la première fois, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. On se dit donc au revoir, à très bientôt, mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous. Merci.